Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors voilà, nous sommes le 25 décembre, le 25 décembre 2018, c'est Noël, la librairie est ouverte. J'ai eu cette impulsion ce matin, en discutant avec Fabienne, en prenant notre café quotidien. Et si j'ouvrais? Parce que depuis que nous sommes ici, dans le quartier Villeray, je n'ai plus jamais l'impression de travailler, même si je fais de longues heures, même si le travail de petit commerçant, par bien des aspects, est fastidieux, facture, tenue de livres, rencontre parfois chez les clients pour acheter des livres. Je n'ai plus jamais le sentiment de travailler. C'est quand même incroyable. Travailler sans arrêt et n'éprouver nulle fatigue. Alors, j'annonçais à Fabienne cette nuit que j'avais l'intention, dans les prochaines années, de devenir un poète, c'est-à-dire de publier des recueils de poésie. Et quelle sera, parce que depuis devenir un poète et vivre en poésie, c'est deux choses tout à fait différentes. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de poètes, et beaucoup étaient de bons poètes. Mais ce qui me gênait un peu, c'est que la majorité d'entre eux ne vivaient pas en poésie. Ils vivaient par la poésie, ils vivaient pour la poésie, mais ils ne vivaient pas en poésie. En quoi consisterait une vie en poésie? La différence entre vivre en poésie et écrire des poèmes, ce n'est pas la même chose. Et il m'apparaissait bien souvent souffreteux, ces poètes, avec d'énormes difficultés de reconnaissance sociale, des difficultés amoureuses, sans nom, la difficulté de rencontrer quelqu'un qui les accompagne dans cette démarche, la colère de ne pas recevoir la place qu'ils jugeaient méritée, l'indigence, la solitude, la pauvreté, la maladie, le manque d'alliés, le manque de reconnaissance sociale. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés existentielles, il continuait d'écrire de la poésie. Admirable, certes, mais pas une voie que moi j'aurais choisie, étant donné le milieu d'origine qu'est le mien, étant donné que mon propre père est poète, et je l'ai déjà dit, poète, peintre, et métis également. Et il vit dans une misère presque inqualifiable, mon père. Fabienne le juge très admirable parce qu'il est resté fidèle à ses objectifs d'écrire, de peindre dans un désert, je dirais. Et moi, je ne voulais pas de cette vie-là. Je ne voulais pas, étant un fils de poète, je ne voulais pas de cette pauvreté totale. Je ne voulais pas de ça. Je n'aurais pas été capable. Je pense que je serais devenu fou. Hier, j'ai fait une vidéo assez mélancolique sur ma famille, mais il faut pas trop s'en faire avec ça, parce que dans la vie, il faut se battre. Et donc, il y a quelque temps, il y a environ, avant de rencontrer Fabienne, il y a 5-6 ans, j'étais dans l'autobus qui me conduisant, la 165, me conduisant à Côte-des-Neiges pour aller travailler. Et puis, j'évaluais ma vie, comme je pense qu'on doit le faire de temps à autre, être honnête avec sa vie, juger là où on est dans sa vie. Est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés? Est-ce qu'on a le genre de vie auquel on aspire? Est-ce que nous sommes en phase avec ses désirs et ses besoins? Et après analyse, les deux choses les plus importantes, c'est quoi dans la vie d'un être humain? C'est le travail, en premier lieu, et l'amour. Et je me donnais la note de passage, tout juste, pour le travail, ce que j'avais accompli compte tenu des outils dont je disposais. Je me donnais la note de passage tout juste. Et je me disais, voilà, c'est ça ma vie, ça aurait été ça, j'aurais eu la note de passage. Et puis soudain,
Fabienne est arrivée dans ma vie. Et là, je me suis retrouvé premier de classe. Je me suis retrouvé avec une note, je peux vous dire, je suis un premier de classe. Sinon, le premier de ma classe. Ou sur le point de l'être. On revient à vivre en poésie et écrire de la poésie. Est-ce que la poésie que je me prépare à écrire laisserait à d'autres le soin d'en juger? Mais je vais les écrire, ces recueils-là, et je vais les publier. Pas dans ma maison d'édition, cependant. Je ne vais pas le faire. Mais je vais être publié, et je sais qu'ils vont être reçus, ces poèmes-là. Pour d'autres raisons aussi, parce que je veux devenir une sorte de performeur. J'ai envie de les lire à voix haute. J'ai découvert, il y a quelques années à peine, que j'avais beaucoup de plaisir à parler en public. Et qu'il y avait une sorte de stress, d'adrénaline, avant de grimper sur les planches, et qu'après ça, tout à coup, quelque chose s'emparait de moi. La parole se libérait, et que j'en éprouvais une grande jouissance. J'aurais jamais cru ça, mais c'est le cas. Alors j'ai envie de lire mes poèmes, d'abord j'ai envie de les écrire, j'ai envie de les lire, j'ai envie de grimper sur des scènes. Et là, je vais passer d'une note que je juge en ce moment autour de 90%. Je me donne la note que je me donne aujourd'hui en ce jour de Noël. Là, je distribue les petits cadeaux de Noël égotistes. Je me donne 90. En publiant quelques livres, dont quelques recueils de poésie, je vais m'approcher de la perfection. C'est-à-dire, je vais atteindre 98-99% des objectifs que je m'étais fixé quand j'avais 12 ans. Quand j'avais 12 ans, je n'avais qu'un seul objectif, c'était d'échapper à la normose, d'échapper à la névrose, d'échapper à l'atmosphère lourde. Très tôt, j'ai eu le sentiment de l'importance d'exister. C'est pas Sandrard qui disait exister est un véritable bonheur ou un véritable miracle. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas qu'autour de moi, je ne vois pas plus de gens qui exultent d'exister. Être sur Terre, c'est une aventure prodigieuse. Peu importe nos croyances religieuses. Nous sommes là, nous sommes incarnés. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses invraisemblables qui existent dans ce monde où la quantité de choses mystérieuses dépasse de beaucoup notre misérable capacité d'entendement. Mais notre capacité d'émerveillement, elle est infinie. Alors, je ne comprends pas l'incuriosité, je ne comprends pas l'exaltation, je ne comprends pas l'incuriosité, je ne comprends pas le manque d'exaltation, je ne comprends pas le manque d'enthousiasme. Pour moi, le manque d'enthousiasme et le manque de courage, c'est les caractéristiques les plus infamantes qu'un être humain puisse avoir. Alors, vivre en poésie, c'était ça. Avoir un travail que j'aime, qui n'est pas aliénant, lire des livres sans arrêt qui me plaisent, en acquérir une quantité incroyable. Ma faim, je l'ai dit souvent, ma faim de livres est inépuisable, comme les livres qui se multiplient à l'infini. Et beaucoup de gens autour de moi aussi disent, il y a trop de livres. Non, il n'y a pas trop de livres, il n'y a pas assez de lecteurs. Voilà, pas trop de livres, il n'y a pas assez de gens qui écrivent. Les gens ont envie d'écrire, les gens ont envie de publier, les gens ont envie de s'exprimer. Beaucoup de gens ont envie de ça, ils se retiennent. Ah, ils écriront à leur retraite, ils écriront plus tard. Finalement, ils reportent presque à jamais ce désir-là. J'étais sur le point de ça, moi. Mais là, j'ai un bon 20 ans devant moi. Moi, je vais être un vieux poète. Je vais être un vieux poète excentrique. Je vais être un vieux poète qui dit ce qu'il pense, parce que l'âge, voire le grand âge, autorise toute forme de parole. Il faut dire ce qu'on pense. Quand on est rendu à 60 ans, 70 ans, 80 ans, là, 90 si on peut aller jusque-là, eh bien, on peut dire tout ce qui nous passe par la tête. Une chose ne nous plaît pas, on le dit. Cette chose-là nous plaît, on le dit. On ne se prive plus
On a vendu nos bœufs, ce qu'on avait à faire dans notre vie professionnelle. On l'a fait. Eh bien, il faut se lâcher. Il faut se lâcher là. Il faut s'épivarder. Vous voyez à l'écran ici, c'est Ginette. Ginette! Ginette! Vous voyez, hein? Ginette! Oui! Hein? Vous la voyez? Allez, vous la voyez, on va la montrer ici. Vous voyez, regardez mon doigt, c'est Ginette. Ginette Roussy, elle a un nom de famille d'animal exceptionnel. L'intelligence des bêtes est absolument prodigieuse. À mon avis, les cotacés que je parle d'elle, elle sait toujours quand je parle d'elle. C'est un animal exceptionnel, disons-le franchement. Hein, Ginette? T'es exceptionnelle? Oui, hein, Ginette. Bon. Alors voilà, j'aurais passé près de 40 ans à vivre en poésie. Et bien maintenant, j'ajoute à la poésie en devenant poète. Et un des thèmes que je vais développer, c'est sur mon métier. Les bibliothèques. Le petit commerçant, libraire, poète. J'ai visité des tas de bibliothèques. J'ai rencontré des tas de gens amoureux. Et je vais, sous une forme libre, mais quand même poétique, je vais raconter mes expériences de psychanalyste des bibliothèques. Je vais vous parler de la poussière qu'il y a sur les rayons. Je vais vous parler des trous. Je vais vous parler des trous qu'il y a sur les rayons. Je vais vous parler des rapports complexes, troubles, qu'ont parfois les héritiers, parce qu'il y a des héritiers qui héritent de grandes bibliothèques. Et souvent, c'est le lieu de règlement de compte qui ne dit pas son nom. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler des goûts. Je vais vous raconter des histoires en poésie, des histoires de bibliothèque. Et un des recueils, déjà j'ai mon titre, c'est pas une grosse trouvaille, mais quand même, ça va s'appeler Bibliothèque au pluriel. Et je vais faire ça. Je vais grimper sur une scène, je vais m'asseoir, choisir un tabouret confortable, je vais prendre mon livre, bon, un peu comme celui-ci, de Mark Strand, et un peu dans cette manière-là aussi. Je vais vous lire, je vais conclure là-dessus. Poème du poète espagnol. Dans une chambre d'hôtel perdue dans l'Iowa, un poète américain, fatigué de ses propres poèmes, fatigué d'être un poète américain, se renverse dans son fauteuil et imagine qu'il est un poète espagnol. Un vieux poète espagnol, proche de ses derniers jours, qui se dirige vers le Guadalquivir en marchant et regarde les navires gris glissant vers l'embouchure comme des fantômes dans le crépuscule. Les vaguelettes, en venant toucher la rive herbeuse où il est assis, murmurent quelque chose qu'il n'arrive pas vraiment à comprendre, tout en roulant et en retombant. Alors que fait le poète espagnol? Il fouille dans sa poche, en sort un carnet et écrit « Mouche noire, pourquoi es-tu venu? Est-ce ma chemise blanche, neuve, qui a des boutons en os? Est-ce mon costume bleu foncé? Est-ce que parce que je suis allongé tout seul ici sous un saule, froid comme la pierre, mouche noire, comme tu es bonne de venir à moi maintenant, comme tu es bonne de me rendre visite ici, mouche noire, pour me dire au revoir. C'est curieux, parce que il y a 2 jours, je lisais dans les rues, est-ce dans les rues de Manhattan? Non, c'est pas dans les rues de Manhattan, mais de Charles Reznikov. Charles Reznikov, il a été engagé à un moment donné comme scénariste à Hollywood. Vous savez, Charles Reznikov qui a colligé le procès Eichmann, qui a colligé les notes, le procès verbal du procès Eichmann, et qui a rapiécé ça, qui a raboudiné ça ensemble. Aucune phrase n'est de lui, mais le montage est de lui. Et ça donne un vaste poème qui s'appelle Holocauste. Et
Il raconte donc, Charles Reznikov, qu'il il est engagé à Hollywood dans un bureau, il s'emmerde ferme dans son bureau, il s'ennuie, fou rien, quoi. Et là, il y a une mouche noire qui traverse la pièce. Et il se met à décrire le mouvement désordonné, erratique de cette mouche noire. C'est curieux, le rapport entre Reznikov et Mark Strand est fortuit, évidemment, c'est une simple coïncidence, mais c'est drôle de retrouver ça. Alors, je vais improviser devant vous un poème, tenez. Un poème dans la manière de ce que je me propose de faire dans ce premier recueil, Bibliothèque. Et ce sera toujours des histoires vraies. Sachez une chose, des histoires recréées, mais des histoires vraies. Je ne comprenais pas cette bibliothèque. On y retrouvait sur les rayons tous les grands réfractaires. Céline, le Marquis de Sade, Gabriel Madneff, Cioran, Darien, Klossowski, et j'en oublie. Ce qui était étonnant, c'était que cette bibliothèque-là appartenait à un ambassadeur. On se serait attendu d'y retrouver les mémoires de Churchill, les récits de guerre de Charles de Gaulle, ou Tite-Live, ou Machiavel, ou Sun Tzu, l'art de la guerre. Mais aucun de ces livres ne s'y trouvait. À côté, contre les livres, adossé au dos des livres, des photos. On y voyait cet ambassadeur serrant la main à Moubarak. Sur cette autre photo, on le voyait serrant la main à Kadhafi. Sur cette autre, à Ceausescu. Sur cette autre photo, on y voyait Ben Ali, lui serrant la main. Pendant que je m'étonnais de retrouver ces grands dictateurs déchus dans cette pièce remplie de livres, la veuve de cet ambassadeur, elle, était assise dans son salon et regardait sur grand écran les néo-révolutions arabes qui s'y déroulaient. On pouvait entendre les cris vociférants provenant de la place d'Aïr. Pendant que moi, je ne comprenais absolument pas la double vie de cet ambassadeur. J'émettais toutes sortes d'hypothèses, les efforts qu'il faisait pour bien paraître, pour être en représentation sociale, pour exercer son travail d'ambassadeur, devait lui coûter considérablement, à un point tel qu'il se ressourçait avec Céline, avec les grands réfractaires, les grands délinquants. J'ai subodoré que cet homme-là avait une double vie. J'ai subodoré que cet homme-là avait des secrets enfouis dans la bibliothèque. J'ai fini par découvrir le secret. Je vous raconterai ça la prochaine fois, dans un autre poème improvisé. Alors, je vous remercie d'être avec moi en ce 25 décembre 2018. Il fait moins 12 à Montréal. Il n'y a pas de mouche noire qui traverse l'atelier. Et puis, je suis ouvert. J'ai décidé d'ouvrir. De toute façon, ne travaillant plus jamais, je peux être tout le temps en mouvement. Je vaque. Je vaque et me prépare à faire mon entrée dans la poésie. Ce qui ne sera que le complément, le parachèvement d'une vie en poésie. Devenir poète. Et fréquenter d'autres poètes. Je porte des beaux vestons, je vais mettre mes recueils dans mes poches. Je vais aller m'asseoir et je vais lire de la poésie. Je vous remercie d'être avec moi. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, à cet atelier librairie situé dans le quartier
Villeray à Montréal et vous pouvez nous téléphoner dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous. N'oubliez pas de vivre aujourd'hui.